et bienvenue pour ce podcast numéro 58. 5 comme le nombre de buts encaissés à Lille. Ça faisait 19 ans qu'on n'avait pas encaissé autant de buts. Youpi. 8 comme le 8e titre de champion de France. Youhou, remporté hier par le Paris Saint-Germain. On va revenir donc sur le match d'hier soir face à Monaco, remporté 3-1. Et on reviendra aussi sur les 2 défaites qui ont retardé le sacre parisien. On s'interrogera sur les nombreuses blessures, sur les performances de la formation parisienne et sur la communication de Thomas Tourel. Pour en parler avec nous ce soir, Lionel, bonsoir. Bonsoir Basto, bonsoir Andreas. Et Drayas qui nous a préparé un petit quiz. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, salut Lionel. Salut. Alors on commence tout de suite par ce match hier soir. Paris champion, Paris qui était champion dès l'après-midi avec le nul de Lille. Et Paris qui a donc fêté ce titre avec une victoire 3-1, triplé d'Mbappé. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans ce match, Lionel ? Comme tu as dit, déjà malgré le fait qu'on sachait qu'avant le match on était champion, que les joueurs aient fait l'effort entre guillemets d'aller chercher la victoire contre Monaco. Et on a vu un match quand même qui était assez animé, où il y a eu des occasions de part et d'autre. On va revenir dessus après. Le retour de certains cadres, en tout cas de la majorité des cadres. L'entrée de Neymar, qu'on a vu assez en jambes. Et puis le triplé de Mbappé. Je trouve que c'est très bien le fait que malgré une fin de saison où il n'y a plus beaucoup d'enjeux, lui, il arrive à se motiver pour aller chercher des records et qui continue à progresser dans ce poste d'attaquant axial. On se rend compte qu'il est de plus en plus à l'aise et de plus en plus décisif et que ses mouvements sont beaucoup plus tranchants dans cette position et je trouve que c'est très positif pour le futur. Très bien, Drayas. Pas grand chose à ajouter, si ce n'est, oui, comme l'a dit Lionel, c'était si on est un spectateur neutre, c'était un match plaisant à regarder. C'est tout ? Ouais. Ok. Qu'est-ce qui vous a déplu, au contraire, Drayas ? C'est déjà au niveau offensif, ça a jamais été très bien, c'est juste un petit peu pire. C'est la simplicité de nos circuits de jeu, Simplicité dans le sens négatif du terme. Oui, pas de la simplicité, genre c'est simple et limpide et c'est magique. Non, il y a un circuit de jeu, c'est 3 passes et puis on la passe à Kylian et puis voilà. Et des fois c'est une passe aux 80 mètres ou sinon c'est Kylian qui fait 80 mètres balle au pied, puis voilà. Et voilà. Le fait qu'on soit toujours autant derrière le ballon, même quand on est dans des phases de possession haute, bon, il n'y en a pas eu des massières, mais même quand on est dans des phases de possession haute, on n'a que 3 joueurs qui sont devant le ballon la majorité du temps. Et la déliquescence, alors c'est quelque chose qui est là depuis un petit moment, mais c'était un point fort sous Tourelle, c'était le jeu sans ballon et la déliquescence du jeu sans ballon avec un axe qui est perméable, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des ailes qui ne sont pas toujours au niveau, enfin ça dépend, c'est aléatoire, etc. Mais ils suivront le casting. Hier c'était un peu mieux avec Dagba, mais bon, quand on voyait de l'autre côté, et puis les matchs précédents c'était catastrophique. Enfin bon, c'est-à-dire qu'on n'est pas très bon offensivement, au mieux on est basique, alors qu'on était bon défensivement, on n'est plus bon défensivement. Et c'est juste qu'on a quelques individualités qui permettent de sauver le truc, que ce soit devant avec le phénomène Mbappé ou derrière avec le retour de Marquinhos. En plus, on avait hier Monaco qui ouvrait assez le jeu pour une fois. Ce qui facilite les appels. Lionel, est-ce que tu partages ce point de vue ? Oui, tout à fait. Moi, j'ai dit le fait encore qu'on ait des blessés, puisqu'on perd Verratti, Kerrer se blesse. Alors bon, visiblement, c'est pas trop grave, mais ça reste encore une blessure. J'ai mis le fait qu'on encaisse un but un peu con. On dégage sur notre propre joueur, ça revient dans les pieds de. Je sais plus qu'est-ce qui marque pour Monaco, c'est Golovin, je sais plus. C'est Golovin, ouais. C'est une cagade entre Marquis et Kerrer, et c'est principalement Marquis pour le coup. Tout à fait. Et puis le fait que je trouve qu'on ait concédé beaucoup trop d'occasions, donc comme tu l'as dit, le fait que défensivement, ce n'est plus trop ça depuis quelque temps. Mais au-delà du jeu sans ballon, oui, comme tu le dis, le but, c'est aussi une cagade. On a fait plusieurs dans le match par facilité. Verratti a fait 2-3 relances plein axe dans ses 20 mètres. Il y a eu Marquis aussi en première mi-temps et on méritait d'être punis parce qu'il y a eu plusieurs relances où on a tenté de jouer facile et on se faisait contrer. Tout à fait. On va passer maintenant aux performances. Non, avant de parler de performances et de duel, on va parler un peu de l'ambiance du titre. On a vu un stade qui a été vidé en quelques secondes, des joueurs qui sont restés 3-4 minutes sur la pelouse. Le président n'était pas au parc, Nasser n'était pas au parc hier. Et on a vu une conférence de presse où Tourelle était seul dans une salle où il devait y avoir 3 ou 4 journalistes. Donc une ambiance un peu surréaliste pour un titre. Qu'est-ce que vous en pensez, Lionel ? Concernant l'ambiance dans le stade, déjà le fait que les ultras soient absents, c'est
très bien que dès qu'ils sont pas là, on a une ambiance cathédrale, pour reprendre l'expression. Ensuite, le fait que depuis quelques semaines, on explique quand même que le titre sera fêté lors de la dernière journée et autres. Donc, je pense que ça a un lien. Je pense que même si on a été champion hier, on le sait qu'on sera champion de toute façon depuis déjà, enfin, je pense même depuis le début de la phase retour. Donc, je pense que les gens peut-être attendent vraiment le dernier moment, le dernier match au parc pour vraiment faire la fête. Et puis, je pense que c'est aussi un petit peu la déception via la Ligue des Champions qui fait qu'aujourd'hui, il y a une certaine retenue dans la façon dont on exprime l'émotion par rapport au titre. Après, on a pu le voir quand même sur les réseaux sociaux et autres, que les joueurs, en quittant le terrain, ont continué quand même à fêter ça entre eux dans le vestiaire. Donc ça montre quand même que pour eux, ce titre a une certaine valeur. Et ça, j'ai trouvé ça bien, même s'ils l'ont pas partagé avec les supporters. Mais je suis quand même content de voir qu'ils le fêtent, parce que je trouve que c'est important quand même, quand tu gagnes une compétition ou autre, d'exprimer une forme de joie, parce que si les joueurs le banalisent, après ça peut devenir problématique. Et concernant la conférence de presse, je l'ai appris en lisant par rapport à ce que tu nous as dit, donc je n'étais pas au courant du tout concernant la conférence de presse de Tuchel, qu'il y avait personne dans la salle. Mais je pense que ça, pour l'instant, j'ai pas forcément d'avis à ce sujet. Pourquoi faudrait peut-être creuser un peu plus pour savoir pourquoi il manquait autant de journalistes. Très bien. Dryas, est-ce que cette banalisation t'a un peu choqué? À gagner trop facilement, on triomphe sans gloire. Ils répètent tous que c'est facile à longueur de conférences de presse, justement. Que ce n'est pas facile, que les gens se rendent pas compte, etc. Mais je veux bien les croire, mais jouer contre Manchester United n'était pas si difficile. Et les fois où si c'est pas facile, il y en a eu, hein, et par exemple Lyon, et les fois où c'est pas facile, oui, d'une manière très surprenante, on est en difficulté. Donc non, les fois où on n'est pas en difficulté, c'est pas parce que c'est si difficile que ça, on a une telle différence de talent que voilà. On a passé des équipes qui sont si limitées, oui, je suis désolé, c'est facile. Et j'en veux pour preuve les quelques matchs qu'on a eu récemment où on s'est retrouvé avec une infirmerie qui était remplie jusqu'aux dents et on s'est retrouvé avec des non-matchs et des défaites, des défaites culottées. Donc, il y a du mérite à savoir gagner, même à savoir gagner le match pas important. Il y a du mérite à savoir gagner quand il y a des défenses regroupées derrière. Mais par contre, défendre en permanence la thèse du c'est difficile, c'est machin, ces trucs, alors que quand les vraies difficultés arrivent, là, il n'y a plus personne. Ça banalise le championnat parce que c'est plein de mensonges. Et puis après, mais on va en parler, je crois, un peu plus après au niveau de la communication de Tourelle. Et c'est tout le côté, la manière avec laquelle le focus est mis sur le championnat de France par le Paris Saint-Germain. Et le gap qu'il y a entre le niveau des joueurs au Paris Saint-Germain et le niveau des joueurs dans les autres équipes, qui fait que tout cela est mine de rien pas si extraordinaire que de gagner un championnat. Très bien, et ton sentiment à toi, Dryas, c'est ton sentiment. Est-ce que tu as eu un ressenti émotionnel suite à ce nouveau titre? Vous me connaissez, j'étais extatique. Hein. Youhou. Non, mais là, Lionel en a mis en avant. Il y a un truc qui m'a fait plaisir, c'est de voir les joueurs heureux, et particulièrement Dani Alves qui a réinventé le concept de la piscine. Mais c'est un championnat sans réelle adversité. Ou s'il y a une adversité, elle est pas durable. On a une communication qui est centrée sur l'Europe, uniquement sur l'Europe. Tout est centré là-dessus. Que ce soit les events, que ce soit les maillots, avec le fameux maillot Sir de Jordan. Le championnat, c'est vraiment le parent pauvre. Et on a un jeu pratiqué qui n'apporte pas d'enthousiasme. On a eu un match enthousiasmant cette saison, c'était le match contre Liverpool. Et voilà, ça fait un match vraiment enthousiasmant dans la saison. Après, on a eu des matchs qui ont été pas mal. Et sinon, grosso merdo, on a eu pour l'essentiel des purges. Donc, pour résumer, on ne tremble pas, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de spectacle, autre que des individualités. On finit avec 20 points d'avance. Comment s'enthousiasmer? Cela reste ton avis subjectif sur le niveau. Il y en a qui ont pris plaisir devant nos matchs. Lionel, est-ce que tu es aussi sévère ou est-ce que toi, tu as ressenti de l'émotion? C'est-à-dire que j'oublie pas tout ce qu'on a vécu quand même avant l'arrivée du Qatar, où on était ridicule et autres.
Donc, c'est difficile pour moi de banaliser un titre. Je suis toujours content quand le Paris Saint-Germain gagne un titre, quel que soit le titre, soit une Coupe de la Ligue, une Coupe de France, un championnat, c'est merveilleux. Euh, et je comprends je comprends tout à fait ce que dit Dreyas. Je dirais pas que je partage, mais je suis pas loin de. Enfin, je peux me mettre à sa place, mais quand je vois entre la Juventus qui est à peu près enfin, des circonstances qui sont plus ou moins similaires à la nôtre, similaires au nôtre, qui gagne le 8e championnat d'affilée, qui sont à 35 titres de champion d'Italie, nous c'est notre 8e. Donc, on en avait déjà commencé à parler la dernière fois. Je pense que c'est quand même important. Et je trouve que Benjamin s'est trompé dans sa communication dès le départ. Euh, on s'est vraiment, on a vraiment exclu le championnat de France dans ce qui est important, enfin, dans la construction. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en France, on a très peu d'équipes qui ont énormément de titres de champion de France et que ce serait très bien pour le Paris Saint-Germain de pouvoir construire un palmarès important sur son territoire et d'utiliser ça pour aller chercher avec des champions. Et je pense on s'est trompé dans la façon dont on a mis en place les choses. On a voulu se mettre focus avec des champions et dans la communication, dans tout ce qu'on a mis en place, dans tout ce qu'on a démontré, on a montré que c'était la Ligue des Champions qui était le plus important et ce qui fait on donne raison aux gens autour de nous quand ils disent ouais, c'est trop facile, le championnat de France n'a pas de valeur pour vous, quoi que ce soit, alors que le Paris Saint-Germain, jusqu'il y a 4-5 ans, en termes de titres remportés sur la scène française, était, on va dire, assez pauvre. Aujourd'hui, en championnat, ouais. oui, en Coupe de France, mais en championnat, on a intégré cette année le top 3. Donc ça prouve quand même que pour moi, je trouve que c'est important pour le Paris Saint-Germain de construire un vrai palmarès déjà national et d'utiliser ça pour aller chercher avec des champions et non l'inverse. Je pense que c'est à ce niveau-là, je pense qu'il y a pas mal de choses lesquelles on pourrait débattre plus tard, où le Paris Saint-Germain a fait pas mal d'erreurs dans sa communication et qui donne raison aujourd'hui quand tu discutes avec un supporter d'une autre équipe qui va banaliser complètement le titre et qui presque crée chez nous, supporters, une forme de pudeur où on s'empêche presque de fêter ce genre de titre parce qu'on est le Paris Saint-Germain, parce qu'on est plus riche, alors qu'il y a eu des périodes où il y a d'autres championnats ou des équipes comme le Bayern de Munich qui est ultra dominateur, qui est beaucoup plus riche, et pourtant, chaque fois qu'il gagne un titre, c'est la fête, tous les supporters sont heureux, et je trouve ça dommage que aujourd'hui on en arrive à presque devoir garder une certaine pudeur quand on gagne un championnat, quoi. Ok. Je vais vouloir réagir déjà sur les comparaisons. Moi aussi, je me souviens des périodes de vache maigre, des périodes où tu avais honte quand tu regardais les passes que faisait Bernard Mendy ou autre. Je m'en souviens très bien. Mais justement, sur cette période-là, je me souviens très très bien du championnat 2003-2004 et où on finit que deuxième, mais c'était extraordinaire, c'était fabuleux, c'était un combat. Tu faisais aussi l'analogie avec la Juve. Est-ce que la Juve s'est chiée dessus en jouant Naples de la même manière que le Paris Saint-Germain s'est chié dessus en jouant Lyon? Je n'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. C'est-à-dire que c'est bien de battre tout le monde parce que tu as le plus d'argent, parce que tu as les meilleurs joueurs et tout, mais si dès qu'il y a de l'adversité, tu montres un visage qui est pauvre. Regardons, oui, Lille, mais bon, Lille, on va en parler un peu plus avant après, mais d'une manière générale, quels sont les matchs importants que Paris a gagnés cette saison? Que ce soit en Ligue des Champions ou que ce soit en championnat. En Ligue des Champions, tu vas pouvoir isoler Liverpool, mais sinon. En championnat, je sais même pas si on va en trouver un. Y a, y a, y a... À l'aller. Ouais, peut-être, mais voilà, c'est un moment où on va comparer ce qui est comparable, quoi. Tu peux pas comparer à la Juve et tu peux pas comparer aux années 2000. Ça a rien à voir. Aux années 2000, tu n'étais pas dans une situation où tu avais un club qui avait un budget qui était 3 fois plus grand que le budget du deuxième. C'est pas vraiment vrai parce que quand tu regardes alors jusqu'après l'échec Nicolas Anelka, cette génération, on a eu une période où on avait des fois 2 fois plus de budget que la majorité des autres équipes et pourtant on avait un finir 9e ou autre. 10 fois plus, on était deuxième ou troisième budget, on était loin derrière Lyon à cette époque-là en termes de budget quand même. Non, quand Lyon a commencé à gagner, je suis d'accord, mais je me souviens par exemple l'année où on recrute Anelka et autres. Non, on n'était pas loin. Hein.
On était assis, on avait. On était dans le top 3. Ouais, mais, oui, c'est quasiment égalité avec le 1. C'est une chose que d'être dans le top 3, c'en est une autre que d'avoir un budget qui est 3 fois supérieur au deuxième et de se prendre une fessée par ce deuxième quand tu les joues. Enfin, après, je suis d'accord avec toi concernant les performances du Paris Saint-Germain, et ça de toute façon, je ne pourrais pas te donner tort à ce sujet. Ce que je dis, c'est que je trouve dommage qu'aujourd'hui, on n'arrive pas, et c'est pas forcément de notre faute, et ça, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est dû aux performances du club, c'est dû aussi à la communication du club, à la façon dont le projet a été construit, où on a vraiment mis tout sur la Ligue des Champions. Chaque année, je me souviens, peut-être l'an dernier où on s'est un petit peu calmé parce qu'on n'a pas fait monter tout le monde, mais chaque année, chaque fois qu'on présentait sur le podium, et on va revenir pour la Ligue des Champions, pour la Ligue des Champions. Je trouve que on a manqué un peu d'humilité à ce niveau-là. Et ce manque d'humilité a créé en fait une sorte de bulle qui fait qu'aujourd'hui, et ça je suis d'accord avec toi, on est content d'être champion, mais on a presque cette forme de pudeur où on va être en face d'un supporter marseillais, lyonnais, on va pas dire ah c'est nous les champions, parce que presque on a, je dirais pas honte de dire c'est nous les grands champions, parce qu'on se fait à chaque fois taper en Ligue des Champions. On n'est pas loin quoi. Enthousiasmement, on le dirait. Ouais, en fait le truc, si tu veux, c'est que je suis d'accord sur le constat, mais pas sur la raison du constat. Je suis d'accord que effectivement il y a eu un déficit de communication au regard du championnat, et plus qu'un déficit. Et je suis d'accord que ça participe à une certaine banalisation. Il n'empêche, il y a un moment où tu as besoin de vibrer. Tu as besoin de vibrer pour autre chose que du fait que d'avoir placé les joueurs les plus chers sur le terrain. Et cette saison, si on essaie de se souvenir des moments où on a vibré pour autre chose que d'avoir placé les joueurs les plus chers sur le terrain, moi j'ai des problèmes de mémoire. Vous allez pouvoir en citer 4-5. Moi je vais pouvoir citer Liverpool. Mais c'est pas assez. C'est vraiment pas assez. Et à quel moment, indépendamment de tout ça, indépendamment de l'Europe, indépendamment de tout ça, tu t'es construit un truc en France où tu t'es dit, ah putain, je suis fier d'avoir gagné ce match. Non, mais le truc, c'est je suis entièrement d'accord avec toi. Sur ce point, je te rejoins. Ce que je dis, c'est qu'il y a pas mal de choses, et je mets ce que tu as dit dans le lot, qu'il faut qu'aujourd'hui, qu'on n'est pas capable, on est obligé de banaliser le titre, parce que chaque fois qu'on va dire oui, mais regardez, contre Manchester, vous êtes écroulé, contre tel pied, on va peut-être passer à la suite, parce qu'on sort du débat. On va passer aux performances individuelles hier. Donc, quels sont les joueurs que vous avez appréciés? Est-ce que tu as un top 3, Lionel? Oui, bien sûr, j'en ai mis. Je l'ai presque plus qu'un top 3, mais j'ai dû en sortir 3. Donc, j'ai mis Mbappé, Marquinhos et Alves. Mbappé, Marquinhos, Alves. Ouais. Tu veux pas développer? Non? Mbappé, je pense que c'est assez simple à expliquer. Triplé. Marquinhos, on voit tout de suite la différence quand on a un défenseur qui sait défendre, qui comprend le foot, qui a une intelligence au niveau de son placement et autres. Quand on le met, on voit tout de suite la différence. C'est Alves, qui des fois on aurait dit un joueur de 50 ans et deux fois un joueur de 26-27 ans. Hier, on a eu le Alves de 26-27 ans. Ok, Darius. Moi j'en avais plein, il y en a deux que je veux mettre, c'est Dagba et Paredes. Donc sinon j'avais nommé les trois que tu viens de citer. Kylian il rate un but, mais il réussit tout le reste et d'une manière furieux classe. Marquis, on a vu, il fait une erreur, mais au-delà de l'erreur, comme tu dis, il est placé. Encore on sait en plus que c'est un excellent milieu de terrain qu'on fait descendre en défense. Voilà. Je sais plus ça, on a fait monter au milieu. Je ne pas avec ta propagande, Alves fait un chouïa plus dur dans le sens où, même sur le match d'hier, il y a des trucs qui ratent et des trucs où il est machin, mais c'est un mec qui comprend le foot et dès qu'on lui laisse un petit peu le temps, voilà. Mais non, moi, les deux que je voulais mettre en avant, c'est Dagba. Dagba qui est relativement discret en première mi-temps, qui en deuxième mi-temps trouve des combinaisons. Alors, c'est avec qui combine beaucoup? C'est avec Alves, justement. Qui montre une vraie intelligence dans l'utilisation de son couloir, qui se fait pas prendre dans son dos, qui est le joueur qui a touché le plus de ballons de l'équipe. Voilà, Dagba a touché 101 ballons, tout en sachant que le jeu passait beaucoup par Diaby et par Neymar après, donc à gauche, et lui était à droite. Il a touché 101 ballons. C'est un joueur qui cherche tout le temps à participer au jeu, contrairement à l'ami Kurzawa qui se prenait la tête avec les adjoints
lors d'un match récent parce qu'il était incapable de comprendre les consignes qu'on lui donnait. Je ne sais pas ce que veut dire rentrer à l'intérieur, apparemment. Dagba, il comprend qu'on lui demande de garder la ligne, il comprend qu'on lui demande de rentrer à l'intérieur, il est capable d'appliquer les consignes, et c'est pas le joueur le plus talentueux, mais c'est un jeune joueur très sérieux, et c'est en train de devenir mon nouveau petit chouchou. Un peu neutre, non, quand même, avec ballon, globalement, aujourd'hui. Pas tant que ça, il est intelligent. Alors après, il va pas on n'a pas vu faire de passe vers l'avant qui casse les lignes. Passe vers l'avant, non, mais par contre, des passes en retrait, on en a vu 3 dans le match où il a joué simple. Et puis c'est intelligent. Non, les échanges avec Alves, t'as revu le match, t'as changé d'avis depuis hier soir. Les 1, 2, 3, etc. Non. Et enfin, je voulais mettre Paredes en top flop, parce que Paredes avec ballon est de plus en plus enthousiasmant, mais sans ballon, il est toujours aussi inquiétant. Eh ben vas-y, passe au flop. Paredes du coup en top flop, c'est la problématique de joueur, c'est qu'on commence à voir ce qu'il peut apporter, on commence à voir ses qualités de passe. Alors après, dans l'intention, c'est plus un joueur qui est fait pour jouer le contre. Je ne sais pas si c'est ce qu'on veut faire. Je ne sais pas si ça sera vraiment utile. Ça peut être utile avec un Kylian Mbappé, mais par exemple, je suis pas sûr que ce soit utile avec un Neymar. Mais indéniablement, par rapport à sa production au départ, où on avait l'impression qu'il valait rien, on voit à quoi sert ce joueur. Par contre, il y a un truc qui va pas, c'est son jeu sans ballon. C'est un mec qui se fait percer comme tu veux, quand il doit revenir sur quelqu'un, on a l'impression qu'il est essoufflé avant d'avoir commencé à courir. Et en plus de ça, hier, il nous en a pas trop fait, mais il est capable de faire des fautes dangereuses qui peuvent pénaliser l'équipe avec des cartons donnés assez facilement. Donc c'est un problème. C'est-à-dire qu'effectivement, je comprends l'utilité de ce joueur, mais je suis pas sûr qu'il soit utile à Paris, en fait. Après, sinon, oui, alors les autres flops, Kurz. Aka, mais que suis-je venu faire dans cette galère? On a vraiment l'impression qu'il est en train de se demander ça. Il est sur le terrain, il sait pas ce qu'il fait, il sait pas ce qu'il doit faire, et quand il fait quelque chose, il rate tout. Kehrer, monsieur, il est temps que la saison se termine, quoi. Le mec, il en peut plus. Au niveau mental, ça fuit par ses 2 oreilles, et il arrive plus à tenir, quoi. Il est juste plus là. Il tient plus sur ses appuis puisqu'il glisse en plus. Lionel, tes flops? J'ai mis la même chose, j'ai mis Kurzawa, Kehrer et Paredes. Kurzawa, je pense qu'on a déjà tout dit. Kehrer, comme Dreas a dit, physiquement il est cuit, mentalement il est cuit. Je pense que c'est pas un cadeau de la ligne en ce moment. Je trouve que c'est pas très bien géré, mais visiblement, c'est pas très bien géré, oui et non, parce qu'on n'a pas forcément de solution, donc on est obligé de le mettre. Et Paredes, pareil, j'ai vu de bonnes choses. Je pense que, alors contrairement à ce que Dreas a dit, je pense que Neymar peut lui faire du bien, parce qu'un Neymar se positionne souvent entre les lignes et un peu plus haut que lui, ce qui permet en fait de pouvoir lui permettre de faire plus de passes vers l'avant et moins de passes latérales. Donc je pense que ça peut être un plus d'avoir un joueur comme Neymar à ses côtés. Et puis, mais c'est vrai que sans ballon, c'est... De toute façon, je m'y attendais un peu de ce que j'avais vu. On se rend compte que, mis à part dans un 4-3-3 avec 2 joueurs devant lui qui sont de gros bosseurs, avec un milieu à 2, en tout cas un double pivot, c'est pas possible, surtout si c'est avec un joueur comme Verratti. Très bien. Donc on va faire un petit flashback maintenant. On va revenir sur les défaites qui ont précédé ce titre, avec certaines performances inoubliable. Première fois donc depuis un match contre Sedan où Paris prenait 5 buts dans un match de Ligue 1. C'est aussi la première fois depuis 8 ans que Paris perdait 2 matchs de suite en Ligue 1. Donc c'est des pertes dont on n'avait plus l'habitude. Donc Paris s'est noyé collectivement, mais certains joueurs se sont-ils noyés plus que les autres, Lionel? Est-ce que tu retires des joueurs qui ont raté le coach? Des joueurs qui ont raté le coach ou bien qui ont su sortir la tête de l'eau? C'est le contraire. C'est ceux qui ont raté le coach. Les flops, je mettrais Kehrer, sûr. Kimpembe qui m'a extrêmement déçu. Surtout contre Lille. Contre Lille, parce qu'après contre Nantes, j'ai pas vu le match, donc ce sera compliqué pour moi de juger. Mieux, mais il n'est pas top. Il n'est pas top contre Nantes. Après, ce match m'a tellement traumatisé que j'ai presque un trou noir, je m'en souviens à peine. Kehrer, Kimpembe, ça m'a vraiment choqué. En plus, sur ce match, il avait aligné Dagba dans l'axe, ce qui pour moi est un non-sens complet. Je sais même plus il avait joué Daniel Alves contre Lille. Oui, il joue contre Lille. Ouais, Dagba était moins ridicule que Kimpembe on est dans l'axe contre Lille. Et que Kehrer d'ailleurs. Après, il finit arrière droit. Oui, mais il fait arrière gauche, arrière droit. En première mi-temps, il est central. Et il passe à gauche après l'expulsion de Bernat dès la 25e. Ouais, 25 premières minutes, il est pas ridicule comme ça. Bon, peu importe. De toute façon, tant qu'il y avait.
Paradoxalement, tant qu'il y avait Silva, qui est très bon dans la couverture, on n'était pas, ça allait. À partir du moment où on se retrouve avec deux défenseurs qui ont tendance à aimer sortir, quand on voit le but de Bamba, quand on voit Kerrer qui sort, qui laisse un espace, je sais pas, gigantesque dans son dos, plus le but que Areola se prend, qui, sur sa prise d'appui, déjà prend un appui pour pouvoir devancer une frappe croisée, sans prendre en compte qu'il peut être pris au premier poteau. Enfin, dans ce match, c'était une catastrophe, et je pense que, mis à part la réaction en fin de match d'Mbappé, je pense qu'il n'y a pas grand-chose enfin, il n'y a pas grand monde à sauver dans ce match. Et puis contre Nantes, de ce que j'ai pu lire, c'était catastrophique. Donc je pense que tout le monde était à mettre à la poubelle pendant tous ces deux matchs, en fait, entre guillemets. Sauf peut-être Mbappé, sauf le match de Lille. Et Andreas, toi, quels sont les joueurs que tu rencontres et les joueurs que tu sauves? Moi, il y avait Kim, comme de la même manière. Alors, je vais juste rajouter un petit truc. C'est Kim, moi, c'est un joueur dans lequel je croyais beaucoup. J'ai toujours besoin comme ça d'avoir un petit fétiche qui est un Titi. Maintenant, c'est devenu Dagba. À l'époque, c'était Kim. Et Kim n'a jamais réussi à franchir le palier. Et en plus de ça, il est vraiment en régression. Et là, depuis 2019, c'est vraiment dur, quoi. C'est vraiment, vraiment dur de le voir. On avait un joueur qui était capable de bien défendre en faisant des sauts de concentration. Il a enlevé ses sauts de concentration, mais par contre, il défend mal. Et c'était un capable qui était capable de faire des belles ressorties de ballon. Il en fait plus. Et sinon, je voulais nommer un autre qui est Draxler. Draxler qui avait une vraie opportunité de pouvoir faire quelque chose, de montrer des qualités et qui a mal joué, qui a juste mal joué, qui créait pas de décalage vers l'avant, qui était relativement peu disponible, qui était perdu dans les impacts, enfin très, très mauvais. Après, sinon, un flop sur ces deux matchs, je mettrais l'effectif. Le fait qu'on se retrouve, alors est-ce que c'est à cause de l'effectif ou est-ce que c'est à cause de la guéguerre Tourelle, Henrique, un peu des deux, mais en général. Mais on se retrouve avec des effectifs qui sont décimés et très très peu de solutions sur les bancs. Donc c'est aussi un flop. Et puis pour terminer, le jeu pratiqué qui était une pauvreté abyssale, quoi. Un suicide. Ouais. On va couper. Non, on va pas. Bon. Ça va, Lionel, ou pas? Oui, ça va. C'est bon. Ok. Ouais, voilà. Parce qu'après, sinon, faut faire un montage. Les joueurs que toi tu ressors, Lionel nous a dit Mbappé. Moi, ce que je ressors de ces deux matchs, il y a Dagba qui dans le match contre Lille c'est très orienté Dagba. Et de très très loin, mais jamais. On ne voit absolument pas tes petites propagandes Marc-Louis Villedieu et Dagba. Je suis jamais orienté comme mec. Quel faux procès à Deval, quoi. Dagba qui était loin d'être le plus ridicule contre Lille et qui à Nantes fait une excellente rentrée où clairement il réveille l'équipe, il la dynamise, il amène un peu de fraîcheur. Enfin, c'est une équipe qui était complètement amorphe. Et j'ai envie de mettre en avant Paredes parce que ne serait-ce que contre Lille, la première mi-temps il est très bon, en deuxième mi-temps il disparaît complètement. Mais en première mi-temps, il est très bon, toujours balle au pied. Sans la balle, c'est catastrophique. Et pareil, contre Nantes, il était un peu moins bon contre Nantes, mais c'était Paredes bien meilleur que le Paredes qu'on avait depuis son arrivée. Et donc, j'ai envie de le mettre en avant pour ça. Puis après, le dernier à sortir du lot, c'est Kylian Mbappé. Voilà. Si je peux rajouter une chose par rapport à Kimpembe, qui fait une saison catastrophique, on est d'accord. Mais je pense que après un titre de Coupe du Monde, j'ai l'impression que les joueurs qui n'ont pas beaucoup joué ont une forme de décompression et ont vraiment du mal à se remettre la tête à l'endroit après un titre de champion du monde. Quand on voit Fekir à Lyon, quand on voit Thauvin, quand on voit Rami et toute la liste des joueurs qui n'étaient pas titulaires indiscutables, on voit leur saison cette année, on se rend compte que tous sont vraiment, vraiment, vraiment mauvais. Tous, sans exception. C'est vrai, on peut parler de Lemar. C'est possible. Mais le souci pour Kim, c'est qu'en fait, il était, si tu veux, quand on le quitte l'année dernière, c'est genre, il va peut-être franchir ce dernier palier qui lui manque pour être vraiment un très grand. Ouais. Et ça intervient à ce moment-là. C'est-à-dire que ça intervient au moment où on a un joueur pour lequel on a plein d'affection, qui montre plein de choses positives et qui doit, notamment ce qu'il doit faire par rapport à l'année dernière, c'est arrêter de faire ses sautes de concentration. Ouais. Et
au moment où il doit franchir ce palier, bah, il s'écroule et visuellement, l'impression, elle est terrible en fait pour les gens qui regardent. Ah ouais, ça, je suis entièrement d'accord. C'est-à-dire que en fait, psychologiquement, tu es beaucoup plus en train de te dire, t'es pas en train de te dire, t'as pas envie de lui chercher des excuses, tu es plus en train de te dire, bah en fait, ce dernier palier, il a à force d'essayer de forcer à essayer de le franchir, bah, il s'est juste cassé la gueule parce que c'était trop haut pour lui, quoi. Et peut-être qu'on a tort, peut-être que comme tu dis, c'est la Coupe du Monde, mais c'est très difficile à y croire aujourd'hui en tout cas. Ben, je suis d'accord, mais en fait, le truc, c'est que quand tu prends dans la liste des 23, quand tu prends les 12 qui n'ont pas été titulaires indiscutables et que tu vois leur saison, Enzo Nzi à la AS Roma, enfin, on peut prendre toute la liste, on se rend compte qu'ils sont tous dans le creux de la vague et pas pendant 6-7 mois, c'est vraiment depuis... Après, il avait déjà stagné l'année dernière, Kimpembe. Ouais. Notamment les 6 derniers mois de la partie de la saison dernière, la partie 2017-2018, qui était en dents de scie. Donc il est vraiment sur une pente ascendante depuis plus d'1 an. Ouais. Pente descendante. Descendante, ouais. Après, sur les 6 derniers mois, je me souviens aussi des prestations d'Mbappé, surtout avant la Coupe du Monde, où les joueurs avaient peur de se blesser pour rater le wagon. Enfin, il y a tellement de... Enfin, je dis pas que peut-être qu'il va... Enfin, je dis pas qu'il va peut-être recommencer à progresser, mais je dis il y a tellement de choses à prendre en compte enfin, depuis 1 an et demi, que ce soit pour les joueurs qui sont sur le banc ou autres. Je me dis, on verra. Il a montré qu'il était capable. Ouais. Il a montré qu'il pouvait. Après, on verra s'il sera capable de se remobiliser et de repartir de l'avant. Très bien. Et au-delà de Areola, la prestation de Buffon à Nantes, Darius, toi qui as vu le match? Je me souviens plus. Parce que moi, j'ai juste vu les buts, il bouge pas. Hein. On a l'impression qu'il est un peu claqué moralement. Moi, j'ai pris même s'il n'est pas forcément fautif, on a l'impression qu'il ne bouge absolument plus. Et c'est vrai que Lionel a précisé l'erreur d'Areola à Lille, notamment sur le 3e but. Donc on a l'impression qu'on a vraiment plus de gardien en ce moment. Bref, il y a beaucoup de dossiers à travailler cet été. Il n'a pas été mauvais hier. Areola était bon hier, ouais. Mais à Lille, il a coulé avec les autres. Ouais. Non, mais Areola, le problème, c'est ça, c'est qu'on ne sait jamais quel Areola on aura dans les buts, en fait. On peut avoir le Areola des grands soirs, et puis le lendemain, avoir un Areola qui un poussin, quoi. Le Areola dans les grands soirs, c'est ça le problème aussi. Ouais. Bah, maintenant, on va passer aux faits de jeu qui ont marqué les dernières semaines, notamment le nombre important de joueurs blessés. Encore une fois, dans notre deuxième partie de saison, c'est pas nouveau. On a changé pourtant de responsable médical en automne. Bon, c'est un peu tôt pour en juger puisque c'est un Italien qui va remplacer le docteur Roland. Pour vous, quelles sont les raisons de ces multiples blessures et qu'est-ce qu'il faut changer, Lionel? Bah alors, j'ai eu la chance, il y a un petit peu moins d'1 an, d'avoir pu discuter avec Alexandre Marle, qui s'occupait à l'époque de Blanc et qui était parti à Lyon ensuite de tout ce qui était data au Paris Saint-Germain. Et qui m'avait expliqué que en France, au Paris Saint-Germain et à Lyon, en tout cas quand il y était, on utilisait toujours de l'Excel pour lire toutes les datas. De l'Excel? Ouais, des tableaux Excel pour pouvoir déchiffrer les. Quand tu vois les GPS que les joueurs ont potent sur eux, ouais. Pour pouvoir déchiffrer ça, ils étaient en train soit d'exploiter de l'Excel, soit des fois ils étaient obligés de passer par des sociétés tiers et qui prenaient pas forcément, c'était pas optimal. Donc ce qui fait que dans tout ce qui est la gestion de la préparation physique, de la réathlétisation, par exemple, on a pu voir l'an dernier au Real de Madrid quand le Real était vraiment au plus bas et que Zidane décide de retravailler la préparation physique avec Pintus et que le Real Madrid fait une fin de saison où ils vont remporter leur 3e Ligue des Champions d'affilée. C'est quelque chose qui est aujourd'hui impossible à faire en France parce qu'on n'a pas les outils nécessaires et qu'on considère que la data n'est pas importante alors que quand on voit ailleurs, que ce soit dans les grands clubs, parce qu'après il a travaillé pour le groupe City et il expliquait que ce soit avec l'équipe au Japon ou l'équipe aux États-Unis ou autres, tous ont des logiciels ultra performants et qui permettent d'avoir les résultats des joueurs sur les 3 dernières années, d'avoir un suivi au jour le jour avec le joueur et autres, et que c'est quelque chose qui n'est pas ancré du tout dans la culture en France.
Au Paris Ouais. Saint-Germain, ça a commencé à se mettre en place quand Nick Broad est arrivé, et lui, il a essayé de le faire après. Que les joueurs comme Thiago Motta ou Maxwell à cette époque avaient vraiment, enfin, à chaque fin d'entraînement venaient demander les rapports et autres, et que c'était difficile pour eux d'avoir ces informations, de savoir au niveau de la gestion de leurs appuis, le rythme cardiaque, les efforts et autres et autres. Donc, il y a pas mal de choses qui font que aujourd'hui, bah, quand un club comme le Paris Saint-Germain, par exemple, en milieu de saison, doit refaire une petite préparation physique parce que forcément, avec la succession des matchs et autres, bah, il faut récupérer et autres, on n'est pas capable de pouvoir de le faire de manière optimale. Et donc, ça peut être une des raisons, en tout cas, qui fait que peut-être que nos joueurs, bah, on n'est pas capable d'avoir un suivi parfait. Et puis, je pense qu'il faut peut-être voir au niveau de l'utilisation des joueurs, comme j'en avais parlé avant, le fait que quand tu joues sur un côté gauche et que tu as l'habitude d'avoir une prise d'appui vers l'intérieur et autres, et que tu changes de poste, ça modifie ta prise d'appui. Enfin, il y a tellement de choses à prendre en compte qui fait que c'est c'est compliqué quand on n'est pas de l'intérieur d'avoir les réponses à tout cela. Ok, bah, sur la data, j'étais pas au courant Ouais. de ça, mais je pense qu'avec Tourelle, ça va changer. Il fait partie de la génération moderne Allemagne qui est très portée sur la data. Bah, C'est un c'est pionnier plus. pour la nouvelle génération. Bah, je pense que ça va changer avec le nouveau centre d'entraînement où on aura les outils qui sont à Aspetar. Enfin, ouais, c'est Aspetar. Bon. Mais aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on ait ces outils-là toujours au camp des loges. C'est-à-dire que même si on travaille, parce que c'est ce que Ancelotti voulait le faire, même si on veut le faire, on n'a pas forcément les outils peut-être nécessaires aujourd'hui pour le faire. C'est un peu ancestral ou vétuste comme le Candélario. Dryas, toi, ton avis sur la question? Bah, déjà, je voulais rebondir à ce que disait Lionel, qui est juste, mais il y a eu un concours qui a été lancé récemment au niveau du Paris Saint-Germain pour la recherche d'un développement d'un software. Alors, je me souviens plus exactement Oui. Analyse statistique. voilà, qui va exactement dans ce sens-là pour justement avoir un truc très très poussé en allant chercher des mecs à l'école qui sont très très motivés pour apporter des idées nouvelles. Donc, c'est clairement des projets de progresser là-dessus. Euh, Après, il y a aussi un facteur, c'est notre banque, quoi. Quand tu vois le nombre de fois, par exemple, Marquinhos qui finit par se péter il y a quelques journées, quand tu vois la surutilisation qui avait été faite de Marquinhos, et tu mettais tout à l'heure en avant le fait que quand on joue à des postes différents, c'est pas nécessairement les mêmes appuis, et donc les muscles ne sont pas sollicités de la même manière. Et la surutilisation de Marquinhos à la fois au milieu, à la fois en défense, etc., sans lui accorder des plages de repos, bah, c'était pas surprenant en fait qu'il se blesse. Et on peut revenir à tout. Alors, quelle est la raison pour le fait qui fait qu'on ait aussi peu de bancs? Je pense elle est structurelle, la conséquence de plein de mercatos qui ont été gérés sans dessus-dessous, enfin, n'importe comment. Mais il y a aussi la responsabilité directe de Tourelle, qui est, il semblerait, dans une petite guerre avec Antero Henrique et dans une démonstration où des fois il s'est retrouvé à partir avec un groupe de 16 joueurs plutôt que de tout simplement aller convoquer des jeunes pour avoir les 18, quoi. Donc on était vraiment dans le cadre d'une démonstration pour montrer, regardez à quel point j'ai peu de joueurs. Et il y a eu un jeu là-dessus qui a été malsain et enfin, faut dire une chose, c'est qu'on a eu beaucoup de blessés sur les saisons précédentes, mais on en a encore eu plus cette année. Alors, on a eu moins de bons cette année, mais il y a aussi Tourelle et la gestion et son ego qui commence à rentrer en ligne de compte, même si on reviendra dessus un peu plus tard. Et enfin, on peut constater, bah, il y en a un peu moins, il y en a un peu plus cette année, et ça s'explique pour plusieurs raisons, mais d'une manière générale, on est une équipe qui avait beaucoup de blessés. Il y a les rumeurs Marco Verratti à Paris. Faut peut-être se pencher sur l'hygiène des joueurs, à Paris. Je suis pas sûr qu'elle soit optimale. Je suis pas sûr qu'on ait un regard qui soit suffisant là-dessus. Faudrait peut-être faire un progrès par rapport à ça, quoi. Très bien. On va passer maintenant aux performances des Titi. Certains ont fait quelques bons matchs, comme Dagba, Diaby cette année, mais globalement, il n'y en a aucun dont on peut se dire qu'il sera titulaire dans un grand club européen. Si, Dagba. Je passerai le troll de Ryan. On a encore vu par exemple un Inzaghi qui est catastrophique en 2019, qui a encore été, je crois, Adresse pourra le confirmer, mauvais à Nantes. Ah, catastrophique. Catastrophique, calamiteux. On a une Nkunku qui stagne. Bref, on forme très peu de grands joueurs au PSG. Quel est le problème? Est-ce que pour vous c'est un problème au niveau de la formation, de la post-formation, des deux? Dryas, ton avis? Moi, j'ai envie de poser une question. Paris a-t-il déjà formé un grand joueur? Anelka. Voilà, mis à part Anelka.
Et encore, Anelka, c'est un grand joueur, mais c'est un joueur qui n'était pas taillé pour être un Pour que grand attaquant. pour que nos auditeurs nous quittent tous d'un coup, je vais dire on a formé Rabiot. En plus, c'est de la post-formation, Rabiot. Mais sérieusement, on a formé très très peu de joueurs qui ont fait de grandes carrières. Et Anelka a fait une grande carrière, mais complexe, parce que c'était pas un mec qui était taillé pour être un grand athlète. Euh, Après, il y a une problématique, mais je crois que c'est une problématique française, c'est pas une problématique Paris. Il y a que Lyon qui échappe à ce constat. Je suis pas sûr que France en fasse cette distinction entre la formation et la post-formation. Non, on l'a fait. Il y a Rennes aussi qui l'a fait. Genre c'est oui. Nice aussi d'ailleurs. Alors peut-être certains clubs, Nice, mais Rennes, d'une manière générale, dans les équipes, il y a pas cette conscience de qu'est-ce que c'est que la formation et qu'est-ce que c'est que la post-formation. Et alors sur cette ligne-là, il y a un petit peu d'espoir avec ce qu'on peut voir avec ce que fait Mota avec les U19. Ça commence à ressembler de plus en plus au fur et à mesure du temps à justement de la post-formation. Donc on va voir si ça va donner quelque chose. Mais après, si on y réfléchit 2 secondes, est-ce que Paris est une équipe qui est vouée à faire de la formation, qui a une vocation pour faire de la formation? Quand on voit l'équipe qu'on est devenu, moi je crois beaucoup plus justement à le côté U19, à travailler avec un club satellite, plutôt que de rentrer dans une logique, on va former des joueurs pour en faire des cracks. On n'est pas à l'Ajax Amsterdam et on n'est pas à Barcelone, qui est la seule exception parmi les grands clubs à pratiquer la formation. Mais j'aimerais qu'on regarde un truc sur Barcelone. Barcelone a une génération extraordinaire, mais toutes les grandes équipes de Barcelone, c'était pas la formation. Hein. Le Real forme beaucoup de joueurs. Hein. Je veux dire, mais sur le Barça, la précédente génération qui avait tout flambé, c'était pas la formation, c'était une équipe qui venait d'Hollande. Le Real, pas tant que ça. Pas tant que ça. Tu prends Isco, il a du mal à percer Isco, il n'est pas formé au Real. Alors, mais ils ont formé énormément de joueurs qu'ils ont prêtés. Il y a eu Carvajal, il y a Hakimi à Dortmund qui est excellent, il y a Valero. À chaque fois, ils les prêtent avec des options de rachat, ils les reprennent. Mais même si ça ne pose pas forcément mal, c'est des mecs qui sont titulaires à Valence, qui sont titulaires à Séville, pas des mecs au niveau de Lens. Si tu veux, en aucun cas, on a des mecs qui sont titulaires au Real, à Paris. Il y a Carvajal et il y a Nacho. Voilà, c'est déjà plus, mais c'est pas non plus comme Lyon, c'est pas un club formateur, quoi. Et en soi, nous à Paris déjà, on a un déficit dans le fait de savoir-faire, mais en plus de ça, c'est pas comme ça qu'on va fonctionner. On fonctionne plus sur le fait d'acheter des joueurs. Alors pourquoi pas fonctionner avec un club satellite et tout, mais sur la formation, ça serait mettre énormément d'efforts, c'est toute une culture à acquérir. Et je pense que ce serait une perte de temps. Justement, ce système qui est de prêter des joueurs comme Carval à Leverkusen ou Hakimi à Dortmund, qui sont des bons clubs où ils vont être titulaires avec une option de rachat, ça peut être une solution. Mais encore faut-il qu'on ait les joueurs qui ont le niveau, et on n'a pas de joueurs qui ont le niveau de Carvajal. Lionel, toi, ton avis sur les problèmes de la formation parisienne? Juste pour rebondir avant sur ce que tu as dit concernant les prêts, il faudrait aussi que la LFP modifie son règlement, puisque nous, déjà en France, on n'a pas droit à tout ce qui est clause de rachat. C'est vrai. Donc, ce qui fait que ça complique ce genre de solution. On est obligé de mettre des clauses de revente, c'est-à-dire un pourcentage sur le prochain transfert, et donc ce qui ne permet pas d'avoir cette possibilité, comme ça se passe ailleurs, de pouvoir vendre un joueur, qui permet au club de valoriser, parce que tu ne valorises pas un joueur qu'on t'a prêté de la même façon qu'un joueur qui t'appartient réellement. Donc je pense que ce serait peut-être bien aussi ce serait bien que la LFP revoit un petit peu ce système de façon à permettre aussi aux clubs, par exemple comme on voit le Paris Saint-Germain, je pense que si le Paris Saint-Germain avait la possibilité de pouvoir signer un joueur et de le revendre après, et en gardant la possibilité de le racheter peut-être dans 2 ou 3 ans, ça faciliterait aussi peut-être ce genre en tout cas la signature des contrats pro des jeunes. Après, concernant les jeunes, je pense que il y a pas mal de choses aussi à prendre en compte. C'est que le système de formation que l'on a actuellement, est toujours celui qui avait été mis en place par Colonie Capital. Quand on regarde les jeunes qu'on sort aujourd'hui, c'est des jeunes qui, si on était toujours sous Colonie Capital, auraient pu servir au Paris Saint-Germain du niveau de Colonie Capital. C'est-à-dire qu'ils nous comme le projet de la fin de Colonie Capital, avec l'achat de 2-3 joueurs internationaux en fin de carrière, et complété avec une partie des jeunes qu'on valorise et qu'on allait revendre après. Quand on voit des Kingsley Coman, des Dembélé, celui qui joue à Lyon, ou Zagadou et autres, c'est des joueurs qui, dans un Paris Saint-Germain qui ne visent pas la Ligue des Champions, auraient pu permettre au Paris Saint-Germain d'être classé entre la 8e et la 3e place chaque année. Donc c'est des bons joueurs, mais c'est pas des top joueurs. Et donc
Paris Saint-Germain a été racheté il y a maintenant 8 ans. La priorité a d'abord été mise sur l'équipe première, après développement du marketing, l'arrivée du centre d'entraînement. Je pense que c'est peut-être aujourd'hui où vraiment peut-être le Paris Saint-Germain va commencer à travailler sur la formation et, comme on dit, la post-formation. Mais ça ne sera jamais une priorité parce que les clubs qui veulent gagner la Ligue des Champions, les grands clubs, ne sont pas voués à avoir 6 ou 7 joueurs formés au club parce que ça demande du temps pour ces joueurs-là d'arriver à un niveau optimal pour gagner la Ligue des Champions. Donc c'est une prise de risque plus importante que quand tu achètes un joueur, en fait. Tout à fait. Et donc, à moins de garantie. Donc, c'est ton budget et quel type tu es. Pardon, Lionel. Pour Paris, oui. Donc, ce qui fait que les joueurs qu'on va former, le plus souvent, seront amenés à partir pour pouvoir avoir du temps de jeu, pour pouvoir exploser, et peut-être, dans 2 ou 3 ans, avoir peut-être le niveau nécessaire pour jouer dans un club de haut niveau, pour les quelques-uns qui ont un très, très, très bon niveau, ou peut-être avoir 1 ou 2 joueurs comme Areola ou Kimpembe, parce que par rapport aux besoins liés à l'inscription en Ligue des Champions, du nombre de joueurs français ou joueurs formés, qui vont nous obliger à conserver ce type de joueurs. Mais ce ne sera pas la priorité, je pense, du Paris Saint-Germain, même dans 5-10 ans, d'avoir de former des joueurs de très 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 haut niveau. C'est-à-dire peut-être que si on arrive à en avoir 1 ou 2 chaque 4-5 ans qui peuvent vraiment apporter un plus à l'équipe première, on sera déjà très content. Ouais, moi je vais rajouter 1 ou 2 points. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on fait pas mal de... Tous les profils sont un peu formatés. Les mecs qui sortent devant, c'est des mecs rapides, dribbleurs, les Diaby, Iconé. Et c'est des mecs qui ne sont pas forcément... Ça, de base, Iconé était bien plus à 15-16 ans, mais derrière, il a été formaté comme ça. Donc, il y a ce côté qui est aussi beaucoup de centres de formation, c'est il faut gagner plutôt que développer les joueurs. Après, il y a un autre souci, c'est quand on forme des joueurs qui sortent un peu de ce moule, on peut penser à Georgen et Calegari, on va les bloquer 2 ans et c'est trop tard ensuite pour leur progression. C'est des joueurs qu'on aurait dû se débarrasser ou prêter bien avant. Et eux-mêmes, on leur a fait perdre 2 ans dans cette post-formation et c'est quasiment impossible à rattraper derrière pour eux. Et c'est un peu dommageable. Vous voulez réagir là-dessus ou c'est bon ? Bah oui, mais c'est d'une manière générale, on ne sait pas faire en fait. Donc effectivement, on fait un peu n'importe quoi. Alors après, il y a le fantasme français du grand black, machin truc, qui a explosé avec la fameuse affaire Laurent Blanc, Sagnol, tout ça. Mais je pense que maintenant on est revenu à autre chose et puis on est arrivé avec d'autres intentions quand on a recruté le mec qui s'occupait de la formation. Il sait toujours pas pourquoi il est venu Romagnosa. Voilà. Mais le problème c'est que non, mais si tu veux, tu poses une question, je peux répondre. Donc voilà, il y a eu des intentions, mais voilà, je trouve que Lionel a tout à fait raison. C'est peut-être maintenant et comme par hasard, on commence à voir quelque chose avec Mota et CU19 où tout à coup ils commencent à les faire jouer, à leur demander des choses qui sont autres que du bourrinage. Avec une part de succès et une part de pas succès. Et peut-être qu'un des focus, justement, ce serait de mettre l'argent sur les formateurs. Là, on voit qu'avec Mota, ça donne quelque chose. Et peut-être qu'avant, les formateurs, c'était plus des encadrants et qu'on a besoin de formateurs football, des gens qui connaissent le football, qui savent jouer au football, qui ont une expérience de football, qui savent mettre en avant le football, qui savent mettre en avant le jeu. Ce serait une solution. Mais après, voilà, tirer sur la caravane parce qu'on ne savait pas faire, oui, on peut, mais on ne savait pas faire. Mota ou pas, ça ne change rien tant que le centre de formation est aussi une affaire ultra politique, puisqu'on a un coach qui met son pion, on a un directeur sportif qui met son pion, on a des progénateurs qui mettent leur pion, on se retrouve avec 3 ou 4 mecs au même poste et personne ne sait qui fait quoi. Donc ça c'est à la c'est à l'image de l'équipe première. Quand l'équipe première veut acheter un joueur, les agents ne savent pas à qui il faut parler. Voilà, ça fait partie du problème parisien, on va dire. On va passer maintenant à la communication de Tourelle, qui après avoir été très énervé à Lille, où il a envoyé un message à certains dirigeants en disant ce n'est pas possible de jouer seulement avec 14 joueurs. Il y a eu un discours un peu plus fataliste à Nantes, où là il s'en est pris à ces joueurs qui n'avaient pas été dignes du maillot parisien. On voit Tourelle qui des fois met seulement 14 joueurs sur la feuille de match. On a vu par exemple être Dagba à Lille. Est-ce que pour vous c'est volontaire ? À quoi joue Tourelle ? Quel est votre avis là-dessus ? Est-ce qu'il envoie un message ou est-ce qu'il est un peu perdu en ce moment, Lionel ? Moi, je trouve que ça ressemble un peu à Game of Thrones, qui prendra le pouvoir. Mais à partir du moment où, et on va revenir dessus à chaque fois, mais à partir du moment où le directeur sportif a été exclu dans la décision du choix de l'entraîneur, on se retrouve avec ça. C'est-à-dire que Anto Henrique est arrivé, on lui a dit qu'il aura les pleins pouvoirs.
Tuchel est arrivé, on lui a dit qu'il aurait les pleins pouvoirs. Donc finalement, on le voit, Tourelle, il a été désigné par le propriétaire, le prince. Donc aujourd'hui, on a deux personnes qui sont, alors que normalement, il y a une hiérarchie claire, puisque le directeur sportif devrait être au-dessus de l'entraîneur. On a deux personnes à qui on a promis les pleins pouvoirs et qui chacun essaye de prendre le pouvoir sur l'autre. Et à partir du moment où on se retrouve dans cette situation, ben, il faudrait trancher. Soit, très clairement, on dit à Enrique, ben, on veut pas de toi et tu pars. Ou soit on lui dit, ben, c'est toi qui as les pouvoirs, c'est toi qui décides. Après, bien sûr, ben, il faut toujours trouver un compromis avec l'entraîneur. Mais je pense que dans la situation et là où on arrive aujourd'hui, ce sera très compliqué de retrouver une vraie osmose entre ces deux personnes. Après, concernant la communication de Tourelle, on se rend compte depuis l'après-Manchester, je trouve qu'elle est catastrophique. Et chaque semaine, on a droit à quelque chose d'encore plus risible et qui, des fois, touche... des fois, on sombre dans le ridicule. Et Tourelle, l'après-Manchester, je trouve qu'il a géré assez bizarrement. Donc... et ça ressemblait un peu à ce qu'on voyait sur le terrain. C'est-à-dire que ça ressemblait à rien, en fait. Maria, c'est ton avis? On découvre une qualité tourellienne qui est proche de des qualités de Garcia. C'est pas de ma faute. Mais au-delà de ça, alors je voulais d'abord réagir à ce que disait Lionel. C'est plus que le fait d'avoir exclu Enrique, c'est l'absence du patron. Tu vois, comme tu l'as dit très bien, c'est la décision, elle est venue de Doha. Donc, le patron, il est loin. Ah. Ça va, Lionel? Ouais, ça va. Ok. J'ai cru que tu avais été exclu en avion, genre le fils était venu te chercher, etc. Enfin, bon. Le patron n'est pas là, en fait. Donc, dès qu'il y a les deux qualifs qui veulent en découdre, il n'y a pas le patron pour leur dire maintenant vous vous calmez, vous restez à votre place. Et les mecs sont livrés eux-mêmes. Et ça crée une cacophonie. Mais pour ça, il y a une théorie qui est très intéressante, qui est celle qui est avancée par rapport au traumatisme qu'a représenté l'entente entre Carlo Ancelotti et Léo, et qui ferait, en supposant que ce soit vrai, qui ferait que les Qataris n'aient plus envie d'avoir une bonne entente entre le directeur sportif et l'entraîneur. Ça ferait sens. Maintenant, sur l'attitude de Tourelle, tout le monde dit qu'on découvre le vrai Tourelle. Moi, je sais pas, je suivais pas Tourelle à Dortmund ou ailleurs. Personnellement, j'ai jamais été sensible aux conférences de presse. Ça dit relativement peu de choses. Il y a celle de Carlo qui était extraordinaire, mais moi, la question que j'ai envie de me poser, puisque quelles sont ces conférences, c'est comment Tourelle fait jouer ses joueurs, et c'est ce que j'essaye de voir, et c'est ce que je n'arrive pas à voir. Après, je reste d'accord avec toi, la guerre entre Antero et Tourelle, qui n'est pas tranchée par un arbitre, commence à coûter cher, pourrait coûter plus cher, et risque de nous empoisonner un petit peu. Très bien. Avant de nous quitter, on va faire une nouvelle rubrique. Jingle. Non, pas de jingle. Par contre, je tourne mon écran pour que tu puisses pas tricher, parce que je sais que tu es un grand tricheur. Ne va pas sur Internet, Lionel. Non, t'inquiète. T'es prêt pour ouvrir ce game? Alors, monsieur, donc je vous propose un quiz. Alors, il va y avoir deux grandes thématiques. Et on va commencer tout de suite. Alors là, on a un basto, tu le vois pas, Lionel, mais il est, tu sais, genre, tu vois les trucs dans les années 80 avec les mecs avec les bandeaux et les coupes de cheveux années 80 en train de s'échauffer pour se préparer à faire un effort. Donc, on va commencer à se focus un petit peu sur la saison. Est-ce que vous êtes prêts déjà tous les deux? Oui, moi, ça va. Ok, alors on va commencer à se focus sur la saison 2003-2004. Juste une question. Comment est-ce qu'on donne la réponse comme ça en volée, ou est-ce qu'on doit annoncer d'abord? Ça dépendra des exercices et je te le dirai avant chaque. D'accord, ok. Ok. Donc là, voilà, sur 2003-2004, on va avoir trois questions sur 2003-2004. Et la première question, alors, vous allez répondre chacun votre tour pour la première question. Alors, je vous explique les règles. Vous devez deviner les joueurs qui ont été titulaires. Si vous trouvez un joueur qui a été titulaire plus de 30 matchs sur la saison, vous marquez 1 point. Si vous trouvez un titulaire qui a été titulaire plus de 15 matchs sur la saison, vous marquez 2 points. Si vous trouvez un joueur qui a été titulaire ne serait-ce qu'une fois sur la saison, entre une fois et 14. Toute compétition confondue ou non, championnat. On est sur la saison 2003-2004. Apparition, titularisation. Non, un mec qui a fait un match. C'est-à-dire que si un joueur a fait un match, alors on va jeter une pièce pour savoir qui c'est qui commence, hein, mais juste dans les règles, c'est un joueur a fait entre 1 et 14 apparitions
vous le citez, vous marquez 3 points. Il a fait Et entre si on 15. Tu perds rien. Il a fait entre 15 et 29 apparitions. Basto, il tient déjà plus. Entre 15 et 29 apparitions, vous marquez 2 points. Ouais. Et il a fait entre plus de 30 apparitions, vous marquez 1 point. Ok. Donc, on va jeter une pièce. On va jeter une pièce pour savoir qui commence. C'est Lionel qui choisit. Lionel, tu dis pile ou tu dis paf ou tu dis face? Pile. Pile. Alors, c'est Basto qui commence. D'accord. Donc, tu cites un joueur. César, Paolo César. qui part au bout de 4-5 matchs. Ok, Basto à 3 points. À toi, Lionel. Éric Cubillier. Bien joué. Désolé, Eric Cubillier. Mais tu as 2 points parce qu'il en a 15. C'est vrai, tout ça? Romain Ok. Rocchi. Romain Rocchi. Basto, il se met bien, mais bon, t'as 2 points, ouais. Luboya. Liu Boya, tu te mets bien. Daniel, alors attends, faut que je trouve. Mais pareil, tu restes à 2 points. 2 points. Talal El Karakouri. Alors, Talal. 2 points, mais de juste, Basto. Il en a à 27. D'accord. Il en a joué tant que ça cette Ouais. année. Sorine. Sorin, alors c'est Juan. Il a 2, je pense. Ouais, tu vas marquer 2 points. Il a fait Bien joué. 21 titularisations. Pour l'instant, Basto mène d'1 point. Ok. Je vais tenter Vas-y. Felipe Teixeira. À Il joue qu'en coupe peut-être. toi, il joue à qu'en toi, à toi, Trop de prise de risque. à toi, Lionel. Reynaldo. Reynaldo, ouais, bien sûr, Rillier. Et par contre, c'est qu'un seul point. Vous êtes revenus à égalité. Lionel Letizy. Alors, Letizy, c'est bien joué, je crois, parce qu'il n'a pas joué des matchs. Ouais, tu viens de mettre 3 points, Basto. Tu es passé à 10 points. 10 à 7. Il y a encore beaucoup de points à jouer. Hein. Alors. Bon, Enzo. Heinze, ouais, bon, alors là, tu vas mettre un point, je pense. Attends, c'est quoi le prénom d'Heinze? Gabriel. Gabriel. Ouais, tu mets 1 point, Lionel. Okay. Moi, je vais aussi passer au 1 point parce que là, je ne vais pas prendre de risque. Tout à l'heure, j'en ai pris, j'ai sauté 0. On va dire Bernard Mendy. Alors, Mendy, ouais, tu vas mettre 1 point. Ouais. À toi, Lionel. Paoletta. Pedro, alors là, c'est pareil, ça va être 1 point. il a 37. Mais il y a encore des 3 points, il y en a encore 1, 2, 3. Il y a encore 3 points qui ne sont pas pris. Et des 2 points, il y en a. Frédéric Déhu. Alors, Déhu, ça va être du 1 point, ouais. Alors. Ah! Attends. Jean-Michel Badian. 3 points, ça. Il n'y est pas cette saison, c'est la Il l'avait après ou l'amener d'avant. Yes. Attends, Basto. Bon, je 3 points d'avance, je peux prendre un peu moins de risque. Fiorez, 1 point. Fiorez, ouais, Fabrice Fiorez, effectivement, c'est 1 point. Tu les élimines à chaque fois. Ah oui, non, tu verras après le système, c'est propre. Lionel. Ouais. Alors, pour l'instant, Lionel, t'as 4 points de retard. Hein. Ne triche pas, hein. Ouais, non, t'inquiète. Si j'avais triché, je n'aurais pas dit Badian. Il reste 9 joueurs en tout. 9 joueurs. 9 joueurs au soir. C'est trouvé, hein, mais. Pierre Fanfan. José Carl, Pierre Fanfan, ouais, ça va être 1 point. Édouard Cissé. Ah non, il est à Monaco, le coup. Il est prêt à Monaco, le coup, c'est l'année d'après. Le débile. Alors. Je sais. Il a joué un match, il me semble, après il est parti. Jérôme Leroy. Non, c'est pas cette année-là. Si, en début de saison, il joue un premier match et après, comme il s'appelle. Pas en championnat en tout cas, parce que j'ai les stats officielles. J'ai les stats officielles en fait de Wikipédia, tu sais. Et c'est en Coupe d'Europe, pas en championnat. C'est en quoi qu'il joue? Je sais pas, mais c'est pas en championnat. Il joue avec, puisque je me souviens très bien, comme il s'appelle, Vaïd dit qu'il l'a trahi et qu'il en voulait plus, qu'il veut plus jouer avec lui. C'était pas en Ligue 1. C'était pas en Ligue 1. Aïe. Je peux te dire. Il rentre. Je me souviens très bien. Il rentre quand on fait 0-0 contre Bastia. On vérifiera. On vérifiera et auquel cas, tu auras 3 points en plus. Ok. À toi, Baston. Non, ça c'est après, IPC et compagnie. Donc, Modeste Mbabi. Alors, Modeste, je crois qu'il est là, ouais, c'est du 1 point. Ouais, dans ce cas-là, Lorik Sana. Ouais, 1 point aussi. Putain, ça commence à être chaud. Il y en a un autre qui est obvious que vous n'avez pas cité. Ah non, pardon, des 3 points. Ouais, il y en a encore 4 en fait, des 3 points.
Il y a 4-3 points. On l'a cité, Jérôme Alonso, déjà Non. Bah, Jérôme Alonso, Voilà, on a un point. Ok. Et alors maintenant, il reste que des 3 points et un 2 points. Et alors, un 2 points, Il n'y a plus de 1 pour oui, on a fait tout. Je comprends pas comment vous pouvez ne pas trouver le 2 points. Impardonnable, presque, j'ai envie de dire. Moi, j'aurais trouvé. C'est peut-être le seul que j'aurais trouvé. À toi, Lionel. On peut avoir un indice ou... Sur les 3 points, c'est plus des défenseurs, des milieux ou des attaquants. Il a mis, alors je ne sais pas cette saison, mais il a mis un but super important en coupe sur une autre saison. Ah, Boskovic. Ouais, 2 points. Moi, je veux un indice. Tu as donné un indice pour un joueur. Moi, je veux un indice pour un autre, du coup. Ah, c'était un sacré tout droit. Ah, je sais qui. Fabrice Pancrat. Non. Non. À toi, Lionel. Alioune Touré. Ouais. Ah, trop bon. Oh, le mec, c'est même pas un tout droit, il glisse. Alors là, C'est il 3 reste. points, Touré. Merde, il y a combien, là, au score? Là, il y a 17 pour toi, 14 pour Lionel. En fait, même avec Alioune Touré, Il y en a un aussi, j'aurais pensé que vous puissiez trouver, mais ouais. Bon, on arrête, on passe au jeu suivant. Attends, Jérôme Leroy. Je veux la vérification sur Jérôme Leroy. Ok, on vérifie Jérôme Leroy, mais sinon, il y avait Bartholomew Ogbéché. Ah, Oui, c'est vrai. Il y avait Hugo oui. Léal. C'est Ogbéché, même un doublé contre 3 en Coupe de France. Hugo Léal. Ah oui, Hugo Léal. Et Salim Benachour. Ah oui. Mais en plus, j'ai pensé à Benachour, mais j'avais l'impression qu'il était parti en prêt, en fait. Ogbéché, on aurait dû trouver Lionel, c'est lui qui nous sauve Jérôme au premier tour de la Leroy. Coupe de France avant qu'on la gagne. PSG. Doublé contre 3 alors qu'on est mené 2-0 à la 89e, tu t'en souviens? Ouais, avec le coup franc d'Enze, pleine lucarne, C'est ça. le 2-1. Après, doublé d'Ogbéché, derrière, on gagne la Coupe. Jérôme Leroy, 2003-2004. avait quitté le parc à la 85e pour éviter les embouteillages. C'est vrai? Et boum. Mais c'est début septembre 2003, mais par contre, à aucun moment, il est dit qu'il fait un match, en fait. Alors, attends, j'essaie de trouver. T'es sûr que c'était pas un match amical? Non, je suis sûr et certain qu'il joue en 2003-2004. Tournoi de Paris. Il joue avec le Paris Saint-Germain. Alors, attends, je suis sur Wikipédia. Ah ben... Il ne veut pas accepter sa défaite, quoi. C'est bon. C'est pas défaite, il y a encore des parties. Hein. Mais non, quand je regarde l'effectif des joueurs utilisés en championnat, il n'est pas dedans. Et Teixeira, c'est en coupe alors seulement. Parce que voilà. La saison suivante, Jérôme Leroy doit se faire sans Fernandez et Vaïd. Le nouvel entraîneur semble vouloir faire du milieu de terrain la de ces cadres, le titularise pour ses premières rencontres. Marque d'ailleurs le but de la seule victoire parisienne du mois d'août 2003. Alors, attends, c'est PSG Bastia? Voilà, t'es nul. Moi, je vais vérifier Teixeira du coup. Hein. PSG Bastia, Ligue 1, 03-04. Jérôme Leroy, effectivement. Et bah, 7 partout. Bah, c'est Wikipédia qui... Et il y a Kaba Diawara, tu l'avais pas? Ah, c'est vrai. Tu l'as pas mis dans ta liste. Bon, bah, c'est pas grave. Kaba Diawara, je dis. Ouais, c'est ça. Teixeira, non, mais on va arrêter. Vous êtes tous les deux à égalité. Oh, comme c'est formidable. Alors la deuxième, par contre, elle est un peu plus tricky. Ouais. Donc là, maintenant, ça va être... c'est à vous de dire très vite. On perd cette saison, donc en 2003-2004, toujours, en 16e de finale de Coupe de la Ligue. Oh putain. Grâce à une égalisation de Ronaldo à la 72e minute. Oh putain, je m'en souviens plus. On est dans une question de rapidité, et ce que je veux savoir ici, c'est quels ont été les joueurs qui ont réussi ou manqué leur péno. Mais c'est contre qui? C'est contre... Ah merde, attends, je me souviens plus. Merde, je l'ai regardé tout à l'heure. Attends. Alors là, ça va être du pif parce que j'en sais strictement rien. Moi non plus, je ne sais même plus de la Coupe de la Ligue. C'est contre Guignon. C'est contre Guignon. On perd contre Guignon aussi. Ah oui, en 16e de finale, et ça se joue au tir au but. Et je vais vous aider, il y a 2 joueurs qui ont réussi à mettre leur tir au but. Enfin, qui a tiré des joueurs? Dites des joueurs, Pierre 4. Ronaldo, il y a 1 point pour Basto. Il a raté. Yuboya, il n'a pas tiré, mais dis des noms. Mendy. J'ai pas entendu. Mendy. Non, aucun de vous deux. Bon, vous savez pas. C'est trop dur. Non, vous savez pas. Il y avait DU, Ronaldo, Boskovic, Furez et Rocky, et seuls DU et Boskovic ont réussi à le mettre. Ouais, je ne vais pas trouver Rocky en tout cas. Alors, ce quiz-là, on l'enlève. Alors, ok, on enlève celui-là. Tu mets pas le point. Ok, d'accord. Alors maintenant, c'est pareil, ça va être rapidité. Et alors là, on va parler du parcours en Coupe de France. Ah, mais ouais, mais... Cette saison, on gagne la Coupe de France. Question de rapidité, citez-moi tous les clubs que Paris a affrontés. Châteauroux. Nantes. Attends, 3 Châteauroux, Nantes. Ouais, mais Nantes, c'est Châteauroux. Il a Châteauroux, j'ai Nantes et 3. Ok. Marseille. On bat Marseille avec le but de la tête de Sorine. Il n'y a pas Bordeaux. Non, il y a Marseille. Ouais. Oui, Marseille. Manque de... C'est des petits clubs, je me souviens plus, c'est des clubs de CFA.
Ah, il me semble qu'il y a un club. C'est pas Villefranche qu'on compte. Non. Ah merde, c'est 2 clubs de CFA. Pas Bourges. Non. Non, bah vous savez pas. Si. Ah, je les ai. Il y en a un au parc et il y en a un à l'extérieur. Il y a Teixeira, Marc, d'ailleurs. Je vais dire mon petit Felipe Teixeira. Donne le premier nom de la ville. Ouais, c'est ça. C'est trop facile. Oui. Non, on les donne pas. Bayonne et Brive. Mais par putain. contre, j'ai une question subsidiaire. Donc Bayonne et Brive. Ouais. Et maintenant, donc il y a 3 OM dans cet ordre-là. Hein. 3 OM, Bayonne, Brive, Nantes et Châteauroux en finale. Ouais. Et maintenant, vous avez un point supplémentaire si vous pouvez me dire contre quelle équipe on est allé en prolongation. Contre Marseille. Bayonne, Marseille, oui, il a raison. Marseille, parce que Sorine il marque en prolongation de la tête. Il a raison. Il y en a d'autres. Bayonne. 3. Parce qu'on égalise à. Il n'y a pas Bayonne. Mais à 3 et Marseille. Alors attendez, par contre, Et j'ai pas tout bien noté. J'ai un problème. Putain, merde, j'ai chié mes affichés. Je suis con. En plus, je t'en ai parlé du match contre 3 il y a 2 secondes. Et je le cite pas. Mais je m'en souvenais. Oui, mais je te le cite. Je m'en souviens. Alors, il y avait. En fait, il y a que l'OM. Il y a que l'OM et sinon 3. il y a Nantes. Et il y a 3. Il y a 3 aussi. Non, je l'ai dit. 3, on égalise. Ça va en prolongation. 3. On est mené on a même fait 2-2, on gagne en prolongation 3-2, doublé d'Ogbéché et un but de Enze. Non, c'est non, mais c'est après la prolongation, mais c'est pas les séances de pénalty. Ah, c'est tir au but. Ouais, tir au but. J'ai Nantes. Bah, t'avais pas dit Nantes. Si, j'ai dit Nantes. Mais si c'est tir au but, c'est que Nantes alors. Bon, alors on va... Ok, bon. Mais non, tu nous as dit prolongation. Ouais, tu nous as dit prolongation. Parce que même Marseille, ça va pas au pénalty. Hein. Si, ouais. Marseille, ça va au péno aussi. Non, c'est Sorine qui parle de la tête. Vous avez raison. Vous avez raison. Donc 2 pour Lionel, 1 pour moi. Okay, on sent bien l'organisation. Ouais, bah, on essaye. Un peu plus on s'excuse, c'est la première. Ce sera mieux la prochaine fois. Ouais. Pour l'instant, vous êtes pile à égalité. 21-21. Alors maintenant, on passe à l'autre question, qui est donc l'Europe sous Canal. Donc on va parler des années européennes de Canal+. Donc entre 91 et 2006. On a un an de différence. C'est dans 89, Basto. Ouais. Bien sûr. 88. Okay. Écoutez l'énoncé. Donc entre 91, donc 91-92 jusqu'à la saison 2005-2006. Ouais. On exclut la saison 95-96, on ne parle pas de cette saison, donc on passera de 94-95 à 96-97. Pour chaque saison, donc je vais vous demander les saisons au fur et à mesure, c'est-à-dire vous ne me répondez pas pour les saisons après. Pour chaque saison, vous me dites le nom de la compétition à laquelle on a été en Ligue le nom de la non mais juste vous dites 91-92 et vous me dites ah bah tiens on était en Ligue des Champions, là on n'était pas en Europe, là on était en Coupe des Coupes jusqu'en 2006 etc. Donc le nom de la compétition, vous me dites le stade où on s'est arrêté, si on s'est arrêté au pool, si on s'est arrêté en 16e, en demi, etc. et l'équipe contre laquelle on a perdu. Chaque bonne réponse rapporte un point. Et c'est chacun son tour ou c'est comment? Non, bah, on peut pas faire chacun son tour, c'est pas jouable. Donc là, c'est 91-92, c'est question de rapidité. Coupe de l'UEFA. Ok, vous avez tous les 2-0, on n'était pas en Europe. Alors 92-93. Coupe de l'UEFA et on perd contre la Juve. Ok, alors c'est ça, sauf que on perd en demi contre la Juve. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Tu l'as dit en demi? Non, j'ai eu un peu contre la Juve, pardon, mais j'ai pas dit demi. Ouais, faut me dire aussi à quel stade. C'est pas grave, hein, t'as 2 points là-dessus. Moi, j'ai un point quand même. Ouais, t'as un point, ouais. 93-94. Coupe de l'UEFA et on perd contre le Milan AC en demi-finale. Non, 93-94, c'est la Coupe des Coupes et on perd en demi contre Arsenal. Ouais. En 94-95. Ligue des Champions, on perd en demi-finale contre le Milan AC. Non, Milan AC demi. Milan AC demi, je dis. Ouais. Eh oui, on bat Munich en quart. Non, mais il a 2, lui. J'ai dit Ligue des Champions demi. Ouais, mais lui aussi, il a dit demi. Champion, t'as été après. Ligue des Champions, t'as dit après. Mais par contre, il a dit Milan et demi. Demi, j'ai dit avant lui, j'ai dit demi Munich. Non, c'était en même temps. C'était en même temps. Merci. Alors, 96-97. Coupe des Coupes, finale. Ouais, Barcelone. En finale contre Barça. Bon, là-dessus, vous avez tous les 3 points. On va pas se prendre la tête. 97-98. Deuxième phase de poule de Ligue des Champions, je crois. Ouais. Et on se fait éliminer après la défaite contre
Mais c'est pas la défaite, en fait, là. Il y C'est a un une nul. question bonus parce qu'on est en full. Mais Ouais. par contre, on était, tu sais, je sais pas On si- finit. on était deuxième. On Oui, était mais il y avait deuxième. que le premier qui Et passait. il y avait non, il y avait les meilleurs deuxièmes qui passaient. Ah Mais il oui. y a un club, c'est un point bonus si vous êtes capable de me trouver quel est le club qui a provoqué l'élimination de Paris alors que Paris était deuxième de sa poule. Lazio-Drome. Mais ils sont dans une autre poule. Non, c'est la Juventus. Encore. Alors bon, on passe à la saison suivante. 98-99. Maccabi Tel Aviv, Coupe d'Europe, de l'UEFA, 16e. Bah, Maccabi Lionel, Haïfa. t'as pas été assez rapide, Lionel. Maccabi Ah, Haïfa. non, mais là, je me souvenais pas. Il a raison. Il a Voilà, bon, Il perd 3-2 au parc, c'est le honteux, ça. 16e, puis même, c'est là où il y a un drame. Ouais. Ah Ouais. oui. il y a Non, le- non, ça c'est plus tard, c'était la Aviv Haïfa. Ah, Tel Aviv, ouais. c'est plus tard. Mais contre Maccabi machin, je crois, on prend le but à la dernière minute. Ouais, c'est ça, on fait un partout et on perd 3-2 au parc à la dernière minute. Bah, maintenant, ça va devenir plus facile parce qu'on a fait moins de parcours. Non, mais je me souviens plus trop bien. 99-2000. On y est On n'est venu. pas en Europe. On n'est pas en Europe. Vous avez tous les deux le point. 2000-2001. Deuxième phase de Ligue des Champions et on Ah oui. perd après En deuxième la phase, défaite avec la Corogne. contre la Ah, c'est- Corogne et on fait match nul contre le Milan AC 1-1. Et contre Galatasaray. T'as 2 points parce que pour le coup, on peut pas savoir contre qui on perd, mais t'as 2 points et Bastos 0. Bah non, si, j'ai dit. Ben non, t'as dit on n'est pas en Europe. Mais Oui, j'ai dit après- Milan, t'as dit contre qui Milan, la Corogne Galatasaray? Non, j'ai mais dit- oui, mais non, t'as dit on n'est pas en Europe. Alors après, lui, il dit, Bah oui, mais dans ces cas-là, faut s'en rendre compte. t'es mené, c'est tout, c'est comme ça. Non, monsieur Bon, les 3 points de Tel Aviv, je dois pas être mené de beaucoup. Ah non, t'es mené de 2 points seulement. Tout à l'heure, tu m'as pas compris avec les champions. Tricheur. Il va me faire perdre. En plus, il se marre. C'est Je pas- porte plainte. Il est parano, le mec. On va pas m'en sortir. 2001-2002. Nulle Coupe part. de l'UEFA contre Glasgow Rangers, il me semble. Oh la vache. Quel stade? On perd en 16e de 16e. finale. 16e. Bon, bah, tu mets 3 points, Bastos. Non, j'avais un. dit 16e avant les Oui. 8e et tu m'as dit. Oui, mais j'ai mis un point. Bah non, bah je l'ai dit avant lui, le 16e. Non, mais c'est en même temps. Moi, mais c'est honteux, mais la Ligue des Champions, tout à l'heure, tu m'as pas mis le point, tu l'as mis à lui. Mais si, j'ai mis à tout le monde de Bastos, j'ai été faire. Arrête. Oh Mais c'est Ah. le jeudi avant. Putain, voilà pourquoi je voulais pas faire de Bah quiz. du coup, c'est pas. Bah, faire plus simple. Il fallait dire avant la place rapidité. Bon, je t'enlève un point, Lionel, comme ça, parce que sinon je m'en Ok, sors pas. y a pas de souci. Plus strict dans tes règles. Je l'offre à Bastos. le point. Bah, c'est très De toute gentil. façon, à t'as toi. gagné, Lionel, je suis nul là-dessus. Je Alors, confonds les saisons, moi. alors 2002-2003. Coupe de l'UEFA, il me semble. Et on perd en Attends, 16e. Roberto Baggio. Et du coup, on se qualifie Non, en je me UEFA et on perd. Mais alors, on perd contre Benfica. Tu disais quoi, toi, Lionel? Moi, je crois qu'on perd en 16e, mais je sais plus contre qui. En quoi, tu dis? En 16e, il me semble aussi, non? Ouais, c'est ça. Et c'est contre Boavista. Ah Ouais, putain, c'est ça. D'accord. j'étais presque. J'avais mon club portugais en BA. 2003-2004. On n'y est pas. Ligue des Champions. On n'y est pas. Non, c'est après. Allez, on te donne le point, Baston, parce que sinon tu t'énerves trop et t'es trop de mauvaise foi. Donc... Bah non, là, je l'ai pas. Ah bah faut savoir. Mais... Bah non, là, j'ai rien dit. Ok. Bon, allez, Lionel qui a 5 points d'avance. En Ligue 2004-2005. des Champions, on perd contre Porto, Chelsea est dans cette poule-là avec le but de Corridon. On finit dernier. Bon, on met 2-1 comme ça. On 2005-2006. perd en Europa. On n'est pas en Ligue. Non, on n'est pas en Ligue des Champions. On est nulle part. On est nulle part, ouais, on est nulle part. Ouais. Ouais, Enfin, là, Alors là, il y a, oui, mais bah, pas de 3 personne. 0-0. Eric, là-dessus. Sur la deuxième partie, je suis pas. il y a, bon il y a sur les 19 à 15 pour Lionel et sur l'ensemble, donc Lionel, tu l'emportes avec 40 points et Basto, tu es bon dernier avec 36 points. C'est ça, le gros score. saisons. Oui, Lionel, Et regarde le truc, comment c'était. C'est je confonds trop les saisons, c'est affreux. je remplissais, ça faisait les calculs et tout, machin, c'est tous les calculs se faisaient automatiquement. C'est marrant, je me souviens plus de l'Intertoto contre Roberto Baggio Ouais. que le reste de la saison. Et ouais. Ça devait être notre seul truc positif dans cette saison de merde. Non, après, on revient, il y a des gens qui sont peut-être en train d'écouter. On revient sur le podcast. J'aurais mérité un point bonus pour Baggio. T'as ton point bonus. Breccia. T'as perdu qu'avec 37 points. Bon bah, bien joué Lionel pour cette première. Ah ben merci. Faire plus la prochaine fois à 3, ça risque d'être un beau bordel ce genre de scène. C'était pas trop dur, ça va, ou c'était un chouïa dur? Non, c'était bien, c'était fun, et puis ça permet de La se première partie remémorer, du premier épisode, c'est bien, parce que là, tu sais, la saison, tu retrouves. Ouais. Après, les trucs sur saison, moi je confonds les saisons, c'est chaud. Et les tirs au but, ça ne fait jamais ça. Ouais, sincèrement, là, Comme Guignon en 16e en 2001, sérieux. Personne ne peut savoir, même les joueurs qui l'ont joué le match, ils s'en souviennent plus. En tout cas, toi, t'aurais fait combien, Squeeze? 3 points sur les 40. Mais il est bien, il est bien.
Il était bien. J'espère que c'est peut-être un peu inaudible pour les spectateurs. On verra. Bon, bah merci à tous si vous êtes restés juste là. Et on se retrouvera pour un prochain podcast. Paris qui va avoir un nouveau match important samedi prochain, puisque ce sera la finale de la Coupe de France contre Rennes. Un petit pronostic, Drayas? Avec le retour de tout le monde, là, il y a juste le fait, oui, mais c'est tout le monde. Il y a juste le fait de pas vouloir faire trop briller Neymar qui risque d'arriver, quoi. Mais bon, je vois bien 3-1. Lionel? Moi, je dis 3-2. Moi, je vais te dire 2-0. Allez. Bah, merci à vous deux. Merci à toi. Ah, ça fait un peu chier de te Et remercier. merci aux auditeurs. À bientôt. Ok. Bientôt tout le monde. Bonne soirée. À une prochaine. Salut.